Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être présents aujourd'hui pour la convention de la CPME 31, les 10 commandements de l'entrepreneur. Aujourd'hui, sur la scène de la CPMX, nous allons vous accueillir toute la journée avec des thématiques différentes. Et nous allons débuter avec RSE et développement durable. Et pour cela, j'appelle Gilles Waxin de chez EDF pour nous parler du pilotage intelligent du bâtiment. Bonjour, merci. Effectivement, je suis Gilles Waxin, j'appartiens à la direction commerciale d'EDF Sud-Ouest et j'officie au sein des équipes services énergétiques, entre autres autour d'un sujet qui s'appelle le pilotage intelligent des bâtiments. En quoi cela consiste-t-il? Donc, c'est une offre que nous commercialisons depuis le début de cette année 2021, qui s'adresse tout particulièrement à l'ensemble des acteurs du secteur tertiaire, essentiellement tout ce qui est hôtel, bureaux, salles de sport. Et c'est une offre qui permet de réaliser des économies d'énergie tout en améliorant le confort des occupants à l'intérieur des logements, des bâtiments en question. Comment cela est-il possible? Eh bien, nous installons des capteurs ou des actionneurs qui fonctionnent tous sans fil, sans pile, ce qui fait que c'est facile à installer, c'est rapide à installer. Ensuite, à l'intérieur du bâtiment, on fait en sorte de communiquer avec l'ensemble des appareils de chauffage, d'éclairage, l'ensemble des éléments que le client souhaite piloter à travers un réseau radio. Ce réseau est un protocole EN-Océan, donc c'est quelque chose de fiable et de très peu émissif, ça émet moins d'ondes qu'un téléphone portable. Et avec l'ensemble de ce dispositif, connecté à de l'intelligence artificielle, on enregistre tous les comportements du bâtiment, on enregistre ou on rentre dans le dispositif les consignes de température que l'occupant, que le gestionnaire du bâtiment souhaite mettre dans son bâtiment. Et ensuite, tout ce dispositif est piloté de manière simple et intuitive à l'intérieur du site et à travers une application de pilotage que nous personnalisons, que nous mettons à disposition de chacun de nos clients, avec l'ensemble des paramètres qui eux aussi sont personnalisés, mais que le client peut à tout moment venir modifier, corriger, faire évoluer. Et on accompagne ce client pendant toute la durée de la relation commerciale. Sachant que cette offre, elle a aussi un gros avantage, c'est qu'elle ne nécessite aucun investissement au départ, puisque c'est une location-vente que nous proposons aux clients sur une durée de 5 ans. Et en fait, sur chaque dossier, nous allons étudier le matériel nécessaire à installer pour que le client puisse piloter son installation. Et on va lui proposer une mensualité en faisant en sorte que l'équilibre soit respecté entre les économies qu'il va réaliser chaque mois, qui seront supérieures au montant de la mensualité que l'on va lui proposer pour bénéficier de l'ensemble du matériel, de l'ensemble de l'application de pilotage qu'il peut utiliser sur un PC, une tablette, un smartphone, enfin tous les outils numériques, de l'ensemble du conseil et de l'accompagnement pendant toute la durée du contrat, et la maintenance qui est également comprise dans cette mensualité que nous proposons à l'ensemble des clients. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet dans la durée pour aider les clients à faire des économies d'énergie tout en améliorant le confort de leurs occupants dans les bâtiments. Voilà. Merci Gilles pour cette intervention. Merci beaucoup. Maintenant, la question que tout le monde se pose. Pour sa nouvelle voiture, choisir hybride rechargeable ou 100% électrique? Pour cela, j'appelle mon ami Nicolas Bisson, Audi expert chez Audi, pour vous éclairer. Bonjour à tous. Effectivement, je suis Nicolas, je suis Audi expert chez Audi Sterling Automobile. Je suis ici pour vous parler de ce qui se passe sur l'automobile. Entendez bien qu'il vaut mieux comprendre pour bien choisir. Vous savez qu'il y a une réelle transition énergétique sur ces véhicules. Et avant de comprendre, eh bien, il va falloir aussi se plonger sur ce marché et comprendre qu'aujourd'hui, il y a 38 millions de voitures qui roulent sur le territoire français, dont 37 millions qui sont alimentés par un moteur thermique, et environ 687 000 véhicules qui sont déjà électrifiés sur ce territoire français, ce qui représente environ 1,80%
de part de marché sur l'électrique. C'est un marché qui est en pleine expansion depuis 2 ans et Covid a véritablement accéléré le système. Et on va comprendre qu'aujourd'hui, Audi propose 2 types d'électrification de véhicules. L'hybride rechargeable qui va nous proposer globalement de pouvoir diminuer les consommations de nos véhicules thermiques, qui aura comme incidence moins d'émissions de CO2 aussi. Tout ceci va nous permettre d'alimenter, grâce à une batterie de moyenne contenance, un moteur électrique et puis de pouvoir diminuer ses consommations en offrant des performances accrues et pourquoi pas de s'offrir le plaisir de rouler en silence et ce avec plus de 10 km ou jusqu'à 60 km en 100% électrique. Et puis vous avez aussi la possibilité d'avoir des véhicules 100% électriques aujourd'hui avec un ou plusieurs moteurs alimentés par une batterie qui elle est beaucoup plus, qui a beaucoup plus de capacité, offrant des performances, bien évidemment, de la facilité aussi de recharge. Alors je sais que les recharges, c'est la question, tout le monde se pose cette question, l'autonomie, la recharge, c'est pas simple. Eh bien si, parce qu'en 2010, c'était beaucoup plus difficile et aujourd'hui, c'est très très simple. Déjà, premièrement, on va recharger son véhicule à domicile ou pourquoi pas sur son lieu de travail. Et vous avez la possibilité de recharger sur des bornes publiques quand vous faites notamment des longs trajets. Alors c'est vrai que ce qui va être important, c'est la puissance qui est délivrée par la prise ou la borne électrique. Et puis aujourd'hui, à domicile, on peut aller jusqu'à des 22 kW de puissance. Alors ce sont des chiffres un peu barbares, mais vous allez comprendre, c'est plutôt simple. Mais il faut que la voiture puisse accepter aussi de rentrer cette puissance. Eh bien, aujourd'hui, une hybride rechargeable chez nous accepte jusqu'à 7,4 kW de puissance et un véhicule 100% électrique accepte jusqu'à 11 kW de puissance. Et puis quand je voyage, eh bien j'aime bien moi m'arrêter le moins longtemps possible et tout ça c'est possible grâce à ces véhicules 100% électriques avec des puissances admissibles jusqu'à 270 kW. Pour vous donner un petit exemple très simple, avec ces 270 kW de récupération, en 5 minutes, j'ai récupéré 100 km. Donc ça c'est plutôt très intéressant et très rapide. La vraie question que tout le monde se pose, c'est combien de temps je vais mettre pour recharger ? Alors, pour une hybride rechargeable, je vais considérer qu'une A3, celle qui recharge entre guillemets le plus lentement, eh bien, en 4 heures, j'ai rempli l'intégralité de ma voiture. C'est plutôt une très bonne nouvelle parce que je vais pouvoir m'offrir plusieurs dizaines de kilomètres en 100% électrique. Et puis dehors, vous avez différents véhicules électriques en sortant, notamment Q4 qui est 100% électrique et qui, lui, je dirais qu'en moins de 35 minutes, eh bien, je peux récupérer 80% de ma batterie quand je voyage à long terme. C'est vrai que le coût de toutes ces énergies, est-ce que c'est vraiment rentable par rapport à du thermique ? On peut se poser la question, eh bien, sur un véhicule hybride rechargeable, entendez qu'à la maison, pour 2,30 €, vous avez rechargé votre véhicule pour plusieurs dizaines de kilomètres en mode 100% électrique. Et pour un véhicule 100% électrique, cette fois-ci, on va considérer que c'est entre 12 et 15 € en fonction bien sûr de la contenance de la batterie. Celle qui est dehors, Q4 notamment, ça va vous coûter aux alentours de 12 € pour aller jusqu'à 520 km parcourus. Plutôt très rentable et très avantageux. Pour terminer, vous le savez, on s'intéresse souvent à ces questions de bornes électriques. Est-ce qu'il y en a suffisamment ? Oui, il y en a beaucoup plus qu'on ne l'imagine. 47 000 aujourd'hui en France. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez globalement 88 000 pompes de stations-service, simplement 2 fois plus de pompes thermiques que de bornes électriques, alors qu'il y a 54 fois plus de véhicules thermiques. Et je vous rappelle que vous rechargez vos véhicules électriques à domicile à 95%. Donc tout va bien de ce côté-là. C'est vrai qu'on s'intéresse aussi à ces bornes superchargeurs. Quand on prend l'autoroute, ce qu'on veut, c'est recharger le plus vite possible. Eh bien oui, aujourd'hui, on entend parler de Tesla. Tesla a un réseau de superchargeurs, mais sachez qu'Audi y travaille véritablement avec un réseau qui s'appelle Ionity, qui propose déjà plus de 400 points de charge sur le territoire français, dans 80 stations qui sont déjà opérationnelles, avec des puissances allant jusqu'à 350 kW. Et sachez que ce réseau est en perpétuel développement, puisqu'aujourd'hui, eh bien, il y reste encore 13 stations à ouvrir avant la fin de l'année. Bref, que du positif.
Tout ceci pour terminer avec bien sûr un changement de comportement dans notre façon de conduire. C'est vrai qu'on va essayer d'améliorer ces autonomies avec des comportements derrière le volant qui seront un petit peu plus anticipatifs, où on va utiliser de plus en plus la roue libre. J'accélère, je lâche l'accélérateur et la voiture roule toute seule comme un vélo. Et puis dans les derniers mètres, je vais actionner le frein qui lui va activer un frein régénératif pour améliorer l'autonomie et donc recharger bien sûr notre batterie. Voilà, je reste à votre disposition toute la journée et puis venez nous retrouver bien sûr chez Audi Sterling Automobile. Merci. Merci Nicolas pour cette intervention. J'espère que vous saurez pour votre prochain véhicule que choisir. Maintenant, pour finir cette thématique, nous allons accueillir Benjamin Adroit de chez French App et Web pour vous parler de la pollution numérique. Bonjour à tous. Bon, mais voilà, donc je me présente, je suis Ben, je travaille dans une agence toulousaine qui s'appelle French App and Web. On va parler quelques minutes de pollution, de numérique et voir si véritablement ces notions sont si impactantes que ça dans nos vies quotidiennes. Alors je vais commencer par une question très simple. Qui fume dans la salle? N'hésitez pas, j'ai une personne, deux personnes, alors je vous en réserve une chacune. Il n'y a pas une troisième personne qui fume? Franchement, vous n'avez rien à perdre. Hein. La troisième personne. Je vous la donnerai après parce que je ne peux pas sortir du champ de caméra et j'aime bien être filmé. Mais voilà, là, je me suis débarrassé, en gros, de mon empreinte carbone, des mails qui sont stockés sur ma boîte mail depuis le début de l'année. Globalement, 40 grammes de CO2 par an pour mes mails qui sont stockés dans ma boîte mail. Globalement, 15 grammes de CO2 par cigarette, tout compris, hein, pas juste le fait de la fumer. Vous voyez, il y a encore 5 grammes de marge, je suis large. Pourquoi je vous parle de ça? Pour deux raisons. La première, pour vous montrer que je suis plutôt sympathique et qu'on pourra parler de toutes ces questions toute l'après-midi et ce soir. Et la deuxième, parce que le gramme de CO2, c'est une unité qu'on entend de plus en plus dans les médias, dans la presse, mais qu'on ne maîtrise pas véritablement. Et du coup, je suis là pour vous parler de ça au travers le prisme du numérique et de vous montrer en quoi le numérique a véritablement un impact, ou plutôt quel est son impact au quotidien par la consommation que l'on peut en faire chaque jour. Pour ça, on va définir ensemble numérique et pollution. La pollution, c'est quoi? Dans le cadre de ce pitch, ça sera uniquement les émissions de gaz à effet de serre, le CO2 dans l'air, l'empreinte carbone, tout le monde connaît, on s'arrêtera sur ça. Je sais qu'il y a d'autres formes de pollution, mais on ne peut pas tout résumer en 5 minutes. Le deuxième point, c'est le numérique. Le numérique, c'est quoi? C'est 3 grands axes, à la fois la production du matériel, bien entendu, le plus important finalement, la consommation énergétique de ce matériel et les échanges de données, la consommation de la data. Je prends mon téléphone juste parce que j'ai des chiffres et que je n'ai pas envie de dire des chiffres erronés par le stress ou la pression. Je pars sur la consommation énergétique. iPhone 13, le dernier, il est sympa, je vous le conseille. L'iPhone 13, il met globalement 1 heure, 1 heure et demie à se recharger de 0 à 100% chez moi le soir. Okay, 1 heure et 1 heure et demie pour recharger cette machine, c'est 2 heures d'une ampoule basse consommation allumée chez moi dans mon appartement. Vous éteignez les ampoules dans lesquelles vous n'êtes pas ou vos enfants n'êtes pas, vous avez compensé l'empreinte carbone de votre recharge de l'iPhone ce soir. Fin de l'histoire. Okay, l'avantage aussi, c'est qu'en France, consommer de l'énergie électrique, ce n'est pas nécessairement polluer, en tout cas dans la définition qu'on en a donnée au tout début, puisque vous le savez, 70-80% de l'énergie qu'on a en France, globalement, c'est le parc nucléaire. Je vous ai vu. Non, mais depuis le début, je suis là, je regarde. Ensuite, la circulation de données, la consommation de data, là, c'est un peu plus touchy. Les serveurs, on accuse les serveurs, les data centers, machin, tout ça, etc. On fait le point 2 minutes à la fois, mathématiquement et physiquement. Mathématiquement, c'est très simple. Donc là, c'est là où je prends les chiffres, j'en ai besoin. On a 200 équipements, comme celui-ci, par exemple, pour un serveur. Aujourd'hui, sur la surface du globe, on a 3 milliards de terminaux, téléphones et ordinateurs portables confondus. Respectivement, c'est 2 milliards, 1 milliard. Grosse moyenne, bien entendu. Pour ces 3 milliards de terminaux, on a 800 millions d'équipements réseau qui nous permet de nous connecter à ces serveurs qui, eux, ne représentent que 40 millions sur la totalité du globe. 3 milliards, 800 millions, 40 millions. Juste mathématiquement, par rapport à un serveur, la quantité de personnes qui est couverte par un seul serveur, vous voyez que déjà mathématiquement, s'il faut cibler quelque chose, c'est d'abord les appareils, ensuite les équipements réseau, après on peut parler des serveurs. Le deuxième point, c'est des aspects physiques, tout simplement. Alors là, on va revenir à une échelle beaucoup plus abordable pour tout le monde. Votre box ADSL, chez vous ou au travail, elle est allumée, elle consomme, fin de l'histoire. Vous l'utilisez, vous regardez YouTube,
Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes en vacances, votre box est allumée, elle consomme la même énergie. Je vais être très précis, il y a 2% d'écart maximum par rapport à la législation française entre le fait que vous consommiez beaucoup sur votre box ou le fait que vous ne le consommez rien mais que juste elle soit allumée. 2% d'écart. Aujourd'hui, on entend beaucoup que ce soit des politiques, par exemple, peut-être un peu trop extrêmes sur ces questions-là, qui nous disent « il faut enlever les forfaits illimités de consommation de données ». Vous pouvez réduire par 2 votre consommation de données, ça ne réduira pas par 2 votre empreinte carbone avec le numérique. Ce n'est pas du tout proportionnel. Et enfin, un dernier point, c'est la production des appareils. Et je vais terminer sur ça. La production des appareils, en gros, la fabrication de ces objets-là. C'est ça, en fait, dans les 3 grandes parties qui polluent le plus. Mais bien sûr, à la fois pour des aspects politiques et puis à la fois pour des aspects de circulation. C'est fait en Chine et puis après ça passe en Afrique pour les matériaux, les premiers matériaux, ça repasse en Océanie, etc. C'est livré chez nous. C'est uniquement la production des matériels qui pèse le plus dans l'impact du numérique sur l'environnement. Donc en gros, si je dois vous donner un conseil quand vous rentrerez chez vous ce soir ou quand vous rentrerez au travail demain, s'il y a un truc que vous pouvez faire véritablement pour réduire, ou en tout cas au mieux contrôler votre impact environnemental avec le numérique, c'est de garder ça le plus longtemps possible. Vous voulez un top 3 des marques pour le mobile uniquement qui sont les plus respectueuses en termes d'empreinte carbone, vous allez être surpris. La première, vous la connaissez peut-être pas, c'est Fairphone, mais les 2 autres, vous les connaissez, c'est Samsung et Apple. Voilà. Merci, j'espère que ça vous aura plu. On pourra en discuter toute l'après-midi si vous voulez. Il y a plein d'autres idées à débattre sur ces sujets-là. Merci à vous. Merci beaucoup Ben et merci à nos intervenants d'avoir pu nous apporter leur savoir sur le RSE et développement durable. Maintenant, je vous invite à nous retrouver à 11h pour le passage de M. Fergan Aziari, personnalité tout droit venue de Paris. Rendez-vous à 11h. Merci.